Alors bonjour Monsieur Gaudin. Oui, bonjour Christine. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots de votre parcours qui vous a amené à la prospective et à Prospective 2100 ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé jusque-là ? Oh, c'est simple, c'est d'abord un parcours professionnel, puisque pendant les années 70, au début des années 70, le ministère de l'Industrie a décidé de lancer une politique d'innovation, ce qui n'existait pas en France. Il y avait une politique de recherche, mais pas d'innovation. Et donc, à la suite de l'étude de ce dossier, de sa rédaction, etc., on m'a demandé de prendre la tête d'un service qui s'appelait Recherche industrielle et innovation. Et après quoi, ça s'est étendu, le service de la technologie, avec les essais, les mesures, etc. Et puis, on a lancé les centres culturels, scientifiques et techniques dans les régions. On a fait pas mal de choses, puis aussi ce qu'a fait l'ANVAR par la suite. Et donc, lorsque il y a eu un changement de majorité, Mitterrand est passé président, Chevènement s'est retrouvé avec un ministère de la Recherche et ça ne lui a pas convenu. Il a demandé à rapatrier la technologie dans son ministère. Il a menacé de démissionner. Et donc je me suis retrouvé dans le ministère Chevènement qui s'est réorganisé, qui m'a dit, Chevènement et Gallois m'ont dit il faudrait une prospective parce que on va avoir plus de responsabilités à cause des nationalisations, donc on a besoin d'une vigie comme il y en a eu au ministère de la Défense. On va appeler ça aussi prospective et évaluation, comme c'était à la Défense. On voit tout de suite la mentalité de Chevènement. C'est orienté vers le côté un peu militaire des choses. Et donc j'ai dirigé ce service jusqu'au jour où il a été transformé en un établissement public qui s'appelle l'ADIT. Dans cette activité de prospective, j'ai d'abord fait la veille technologique internationale, de manière à bien avoir un capital d'information aussi frais et valable que possible. Et puis, lorsque M. Curien est revenu en 88, je suis allé le voir, je lui ai dit écoutez, il y a les centres techniques, il y a les écoles d'ingénieurs, il y a tout un tas de choses autour de la technologie, et c'est un peu en désordre. Il faudrait faire un audit. Puis, j'ai une autre proposition possible, c'est qu'on en sait assez pour vous faire un rapport de prospective mondiale. Alors Curien me dit, vous ne pensez pas que la recherche technique, là, c'est un peu compliqué. Donc on a fait la prospective mondiale, c'est le gros bouquin qui s'appelle 2100, Récit du prochain siècle, où il y a 600 personnes qui ont collaboré à ça. Donc, et on avait déjà diagnostiqué à l'époque ce qu'on appelle le changement structurel de système technique, avec ces 4 pôles, les matériaux, l'énergie, la structuration du temps, aujourd'hui la nanoseconde, puis peut-être plus fin encore demain, et puis la relation avec la biosphère, donc le problème écologique. Et finalement, je dirais la thèse centrale de cette affaire, c'est la civilisation industrielle, c'était matière et énergie, donc l'axe horizontal, si on peut dire. Ce qui est en train d'apparaître, c'est l'autre axe qui devient dominant, avec la nanoseconde d'un côté et les problèmes de préservation de l'écologie et de la relation de l'espèce humaine avec la nature qui ne sont pas assumés. Enfin, c'est des problèmes qui ne sont pas assumés. Donc voilà, à la suite de ça, j'ai fondé l'association Prospective 2100 et puis on a fait dans cette association un certain nombre d'ateliers sur ce qui nous paraissait important. Donc on a fait un grand colloque sur les cités marines à Monaco, qui a assez bien fonctionné en 1995.
D'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, les cités marines se sont quand même pas mal multipliées. Il y avait des gens qui avaient des projets en Extrême-Orient, en Amérique du Sud aussi. Ça ne s'est pas beaucoup développé en Amérique du Sud. Et puis on a fait un deuxième colloque important qui s'appelait Jardin planétaire, 98, où là on a vu finalement la transformation un peu de la mentalité des agronomes qui étaient dans la productivité. C'était l'industrialisation de l'agriculture. Et là, on a eu l'idée du jardin planétaire, c'est-à-dire l'homme jardinier, l'homme gardien. Jardinier et gardien, c'est pareil, hein, de la nature, c'est commence à sortir. Et puis aujourd'hui, hein, vous avez peu à peu hein, l'opinion. Vous avez eu d'abord une minorité qui était pour le jardin, et puis petit à petit, ça gagne chez les agros. Et même si vous regardez la carte de la France, vous avez deux régions qui sont encore très productivistes, qui sont la Beauce et la Picardie, et puis les autres qui sont beaucoup plus hésitantes, avec pas mal de gens qui disent qu'il faut reconstituer les haies, parce que c'est des endroits de richesse biologique, il faut faire de l'agriculture bio, etc. Enfin, il y a des labels, enfin, on sent que ça progresse petit à petit. Mais dans mon métier, il ne faut pas être trop pressé, vous voyez. Il ne faut pas être trop pressé. Mais peu à peu, les choses évoluent. Donc voilà mon histoire. Je suis toujours président de cette association. Je cherche un successeur parce que j'ai quand même un âge qui est trop élevé pour parler du futur. Plus jeune. Alors si je reprends ce que vous avez dit donc qu'il y avait donc une dimension qui était horizontale et qui correspond plutôt au paradigme moderne industriel, et donc ce qui émerge c'est plutôt le rapport biologie humain et de l'autre côté les nanosecondes. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Qu'est-ce que c'est déjà cet axe-là, et qu'est-ce que ça amène comme problématique? C'est un changement de civilisation dont on ne voit pas aujourd'hui encore complètement l'ampleur. Hein. En particulier, si vous regardez les choses avec une certaine profondeur historique, bon, le papier, il est arrivé à la suite de la bataille de Talas, hein, en 751. Et il a été ramené donc par les musulmans qui ont vaincu les Chinois, qui avaient capturé quelques savants chinois. Et ça a permis de multiplier les exemplaires du Coran, et puis après, les copistes dans les monastères. L'autre invention, c'était l'imprimerie, à Gutenberg, 1450. Et aujourd'hui, alors là, on est dans une communication instantanée, mondiale, qui concerne non seulement le signe écrit, mais l'image et la vidéo. Donc ça veut dire que la conscience de l'espèce humaine est en train de se transformer. Elle est en train de se transformer vers quoi? Et ce vers quoi est très difficile à imaginer, puisque dans un sens, vous allez avoir des gens qui vont manipuler le psychisme, et puis beaucoup de gens disent on est dans une société d'information, mais on est aussi dans une société de désinformation. Par surinformation ou par orientation de l'information. Par orientation, par matraquage, etc. Donc ça, c'est un premier problème. Mais en même temps, les particuliers peuvent avoir un accès aux informations aussi important que les professionnels. Et en plus, les fabrications elles-mêmes, j'étais hier à une réunion sur les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, ça veut dire un renouveau complet de l'artisanat. Parce que ce qui était... l'industrie. Oui, mais l'industrie, vraisemblablement, cédant la place à des formes nouvelles d'artisanat. Puisque
ça donne des possibilités équivalentes à celles de l'industrie à des gens qui sont des individus. Hein. Bon, évidemment, avec un certain nombre de problèmes annexes sur lesquels je n'insiste pas. De même pour la communication, vous avez à disposition des particuliers maintenant des moyens de fabriquer des vidéos, des outils de communication qui sont les mêmes que pour les institutions. Donc qu'est-ce que devient demain TF1, Antenne 2 lorsque le peuple peut se parler à lui-même et se faire les vidéos qui lui plaisent, hein, avec les indexations convenables. Donc c'est vraiment une transformation de la conscience. Que devient le système scolaire qui aujourd'hui est formaté pour aller sélectionner des cadres pour les multinationales? Mais un cadre pour le multinational, ça sait rien faire du point de vue du montage vidéo, je veux dire, par exemple. Donc ça sait même pas communiquer avec les outils contemporains. Donc on est dans un décalage énorme par rapport, puisqu'on a conservé des systèmes de valeurs, des hiérarchies, etc., comme celles du passé. Et puis alors, énorme question, la monnaie. Que devient la monnaie dans un système de communication instantanée où, vraisemblablement, après avoir subi cette énorme unification monétaire, l'unification monétaire, c'est le désastre. C'est le désastre. C'est Philippe le Bel qui avait fait l'unification monétaire à la fin du XIIIe siècle. Ça fait 2 siècles d'effondrement par la suite.